Le brigadier Thomas se rappellera longtemps de cette journée. Il est appelé sur un accident de moto à 30 km de Paris. Ce policier est un ancien motard. Cela fait 11 ans qu'il est CRS de la route. Et les accidents de deux roues l'ont refroidi. Je roulais à l'époque un peu plus vite que la vitesse autorisée, etc. Et aujourd'hui, c'est terminé, quoi. J'ai vendu ma moto parce que j'ai pas envie qu'un jour on vienne taper à la porte de mon épouse et qu'on lui dise voilà, que je me suis tué à moto. Oui, ça va être prendre conscience de beaucoup de choses, ouais. Thomas va rapidement être fixé. Tout s'est déroulé sur cette ligne droite. Le motard a percuté une camionnette. Dans le choc, il a perdu son casque et a été projeté contre la glissière de sécurité. Alain, c'est bon pour le corps ? De toute façon, au niveau constatation, je te dis, le corps a brûlé, là. Donc, en fait, tu as les vêtements. Les vêtements, ils sont collés, tu vois. Regarde, ça a été pris avec la chair. Et donc, c'est impossible de récupérer quoi que ce soit comme papier. Et la tête est ici, voilà. Donc, méconnaissable. On a un travail à faire, il faut le faire. On n'emporte pas des bonnes images, ça c'est sûr. Mais on essaie de faire abstraction. Donc ça, c'est le casque. On voit que vraiment il y a le choc sur le flanc gauche là. Il n'y a même pas dû s'en rendre compte, je pense. Ça c'est extrêmement c'est une extrême violence là. Le motard n'a pas pu éviter la camionnette de ce déménageur. Le véhicule a été emmené pour expertise, tandis que son conducteur souffle fort et continue. Encore. souffle dans l'alcotest. Encore. Merci. 0. Donc là, dépistage négatif. La moto, elle, est à peine reconnaissable. Elle circulait en fait dans ce sens-là. Et en fait, elle a percuté la glissière de sécurité. Elle a fait des tonneaux. Et ensuite, elle s'est retrouvée dans le talus herbeux. Un talus qui a pris feu avec l'essence de la moto. Par miracle, sans faire d'autres victimes. La trace que tu as sur la voie, là, c'est certainement la béquille, tu sais, qui a dû taper au sol. Là, il ripe, là. Là, il tape là. La moto, elle doit taper là où il est le corps, de toute façon, la moto doit taper là, je pense. Et je pense que quand il tape dans le piquet, la moto, elle doit exploser, je pense. Les premières circonstances seraient la très grosse vitesse au niveau de la moto. Les premiers témoignages parlent de au moins 200 km/h. Au moment d'emporter la dépouille du motard, les employés du funérarium font une découverte qui va permettre à Thomas de connaître enfin l'identité de la victime. Bon, apparemment, là, il y a une poche, il y aurait des papiers. On va voir s'ils n'ont pas brûlé, par contre. C'est un porte-monnaie. Non, c'est un porte-carte. C'est un porte-carte. Donc déjà, on va peut-être avoir une identité sur le nom. Thomas découvre le nom du motard sur sa carte bleue. Le policier veut comprendre pourquoi la victime n'a pas pu éviter la camionnette en pleine ligne droite. Pour tenter d'en savoir plus, son frère a été convoqué. Mon frère était motard depuis une vingtaine d'années. Moi, je suis motard aussi. Mon autre frère aussi est motard. Donc on est tous une famille de motards. C'était le plus prudent d'entre nous. C'était toujours quelqu'un qui attendait. Ouais, alors j'ai pas fait de folie, t'es trop prudent. Quelqu'un qui maîtrisait, je sais pas quoi dire. Pour les proches de la victime, le chauffeur de la camionnette a dû faire une erreur de conduite. Ça pouvait pas arriver. Mon frère a dû doubler cette voiture et le véhicule en question a dû se déporter. Et voilà, le choc c'est inévitable entre le véhicule plus la glissière. Pour Thomas, à 200 km/h, la moindre erreur ne pardonne pas. Le motard a donc commis un grand délit routier. Mais le chauffeur de la camionnette n'a-t-il pas lui aussi des torts dans l'accident ? En attendant, le résultat est là. Une famille brisée, à qui on rend les objets personnels du défunt. C'est ceci le gourmette que vous parliez ? Une gourmette, des clés, un porte-carte brûlé
C'est tout ce qu'il reste de ce père de 2 enfants. Il avait 42 ans. Ah bah voilà. Ah d'accord. L'enquête se poursuit et le lendemain, Thomas découvre la camionnette. La moto a arraché une partie du haillon. Super. Merci. Là, tu vois. Percute plein fer ici, là. Là. Alors on a une impact ici, là. Alors ça, c'est la tête, ça. Pour moi, ça doit être la tête. Quand on voit l'impact ici, si c'est vraiment le casque, ça se déforme, mais c'est du costaud. Hein. C'est fait pour absorber des chocs. Hein. Thomas a rarement vu un accident aussi sanglant. Là, il y en a jusqu'en haut. On en voit même sur le... c'est tapissé. Hein. Là, au niveau inertie, c'est parti. Il y en a partout. Plafond. Ah ouais, c'est... Au PC des CRS, tout s'accélère. Le conducteur de la camionnette a été placé en garde à vue. Au moment de l'accident, il commençait un dépassement. Il y avait déjà 2 bécanes qui étaient passées à 200 devant moi. Donc je discutais avec la fille avec qui j'étais, on se disait mais ils sont tarés. Je continue à faire ma manœuvre tranquille. Et le troisième, je le vois même pas arriver. Et voilà. Et pourtant, avant même de me rabattre sur le côté gauche, hein, j'ai regardé dans le pétrole, je voyais rien quoi. Non seulement sa responsabilité peut être engagée, mais en plus le brigadier Thomas apprend qu'il vient d'être contrôlé positif au cannabis. Une nouvelle qui risque d'amplifier la rancœur des frères. J'espère que la justice va faire son boulot. Si c'est pas la justice qui fera son boulot, ça sera moi qui fera le boulot. C'est ça clair. De toute façon, on le trouvera ce fils de pute, c'est clair et net. La justice a décidé de poursuivre le conducteur de la camionnette pour manœuvre dangereuse et consommation de stupéfiants. Quant au motard, s'il n'avait pas roulé aussi vite, il aurait sans doute pu éviter l'accident. Encore un drame de la très grande vitesse. Véhicule, 4e voie de circulation. Deuxième véhicule, 174, voie de gauche, deuxième véhicule. Ce qui préoccupe le plus les forces de l'ordre, c'est l'augmentation des grands délits routiers. On en compte chaque année 245 000. Vous avez votre permis de conduire, monsieur? Donc vous volez un véhicule et vous conduisez sans permis. Vous savez conduire, monsieur? Pas forcément. Des chauffards qui considèrent que la route leur appartient. Ils y font régner la loi de la jungle jusqu'à commettre volontairement des accidents. C'est ce qui est arrivé à Morgane, percuté par un chauffard qui a utilisé sa voiture comme une arme. Ouais, je leur en veux. Puis j'ai envie qu'ils payent. Même arrêtés par la police, de nombreux chauffards parviennent encore à échapper à leurs responsabilités en accablant leurs victimes au tribunal. Ils ne se sentent pas du tout coupables, en réalité, ils ne se sentent pas responsables de cet accident. Non, ils se sentent pas responsables. Les délinquants de la route multiplient aussi les combines. Acheter des faux papiers ou rouler sans permis. Ils sont plus de 2 millions aujourd'hui dans ce cas. Mon premier permis me l'ont pris, je roulais sans permis pendant plus d'1 an, normal, pas de souci. Christian et Daniel ont décidé de mener la guerre contre les faussaires de la route. Ils ont monté une association pour les traquer jusque sur leur lieu de travail. On vient vous poser 2-3 questions sur une Fiat Cinquecento. Si vous n'avez pas fait le changement d'immatriculation, vous chopez plein de PV, puis il y a des gens qui sont embêtés à cause de vous, qui sont saisis. Je vais la dédommager à la... Non, bah de manière, ça va aller au tribunal, parce que là, on va au tribunal. Là, pour vous, on n'est pas à la maternelle. Hein. Pour raisonner les chauffards, la justice est passée aux méthodes choc. Elle les confronte à des victimes d'accidents.
Une expérience forte qui se déroule à Marseille et dont personne ne sort indemne. Non, mais c'est normal. Vous avez du mal à les regarder, mais dites-vous bien que ça met mal à l'aise tout le monde. Chauffards, tricheurs et faussaires dans l'univers des grands délinquants de la route. Dans sa clinique marseillaise, Morgane, 22 ans, est clouée depuis 8 mois sur un lit d'hôpital. Elle a été victime sur la route d'un règlement de compte sanglant. Un jour d'octobre 2010, Morgane se rendait à l'université en voiture. J'étais en train de doubler un camion qui double un autre camion. Et il y avait un gros 4x4 derrière moi qui me collait un peu. Du coup, j'ai appuyé sur le frein pour lui dire de garder ses distances. Et il l'a pas fait, donc j'ai fini mon dépassement. Je me suis rabattue pour le laisser passer. Et lui est passé à côté de moi, il s'est collé à moi et il m'a arraché mon rétroviseur. Morgane décide alors de rattraper le véhicule, de noter sa plaque d'immatriculation pour porter plainte. Mais entre les deux conducteurs, la tension monte. Je suis passée à côté et puis je lui ai fait un geste grossier, bien comme il faut, et il a mis un coup de volant, il m'a rentré dedans, je suis partie en tonneau. Et ce cher monsieur ne s'est pas arrêté et il est parti. Voilà. Donc j'ai perdu le numéro de la plaque parce que j'ai perdu connaissance et on n'a retrouvé aucun témoin, donc voilà. Il est toujours en liberté. Vous avez de la haine? Ouais. Bah, il m'a quand même... Il m'a gâché la vie, même si aujourd'hui je reprends les rênes de ma vie et je fais en sorte que ça se passe comme il faut. C'était pas ça ma vie, quoi. Donc, ouais, je lui en veux. Et puis j'ai envie qu'il paye. Clairement, c'est pas normal que quelqu'un comme ça se retrouve en liberté et continue à se lever le matin, prendre son petit déj tranquille et faire ses petites histoires comme si de rien n'était. Dans l'accident, Morgane a eu la moelle épinière écrasée. Clouée dans un fauteuil roulant, elle a perdu l'usage de son corps depuis le haut de la poitrine jusqu'aux pieds. Bonjour. Aujourd'hui, elle vit au rythme des séances de rééducation. Là, si je tombe, ça fait ça. Voilà. Comme j'ai pas les abdos, il n'y a rien qui me tient. C'est le haut du corps qui équilibre. En fait, c'est vraiment avec les épaules, en arrondissant mon corps, que je garde l'équilibre. Morgane est tétraplégique et elle doit tout réapprendre. Ouais. Vas-y, monte tout d'abord. Monte, baisse les épaules, baisse les épaules. Voilà, suis la ligne. Malgré des heures de souffrance pour obtenir un peu d'autonomie, elle a dû tirer un trait sur la vie qu'elle s'imaginait et notamment sur son métier de prothésiste dentaire. C'est le deuil de ce qu'on aurait pu être. C'est le deuil de ce qu'on, pas de ce qu'on a été, le deuil de ce qu'on aurait dû être. Le chauffard de Morgane est toujours en fuite. Si elle témoigne aujourd'hui, c'est pour retrouver cet homme qui l'a percuté le jeudi 13 octobre 2010, aux alentours de 8 h, sur l'autoroute A52, entre Aix et Aubagne. Pourtant, même s'il est arrêté, le chauffard ne subira jamais une peine aussi lourde que la sienne. Moi, le type, avec tout ce qu'il a fait, parce qu'il m'a rentré dedans volontairement, il y a délit de fuite, non-assistance à personne en danger. J'ai discuté avec mon avocat, même si on le retrouve, ce mec-là, d'ailleurs, on va lui passer le message, tu risques que 3 ans. C'est lamentable, mais voilà, un assassin ne risque que 3 ans. En attendant que le fuyard soit interpellé, Morgane a accepté de rencontrer d'autres délinquants de la route pour une thérapie de choc. Comment vont-ils réagir? Vont-ils être touchés par les détails très crus qu'elle va leur donner? 2 secondes d'après, force. Retour à la CRS autoroute de l'officier Thomas. Ok, briefing, messieurs. Ce soir, la compagnie organise une opération d'ampleur pour interpeller les malades de la vitesse.
Parmi eux, les plus redoutés, ceux que l'on appelle les runners. Cette opération va donc s'articuler autour d'un contrôle vitesse avec interception. Ça va se dérouler sur l'autoroute A4 en direction de la province. Le seuil, a priori, qu'on retiendra au départ sera autour de 150 km/h pour une zone à 110. Voilà, messieurs, dames, soyez extrêmement prudents. Pour être sûr d'intercepter les bolides, pas moins de 30 motards s'installent au bord de l'autoroute, prêts à intervenir. Juste au-dessus, sur une passerelle, 2 policiers mettent en place le radar mobile. C'est un laser que vous pointez sur la voiture, il vous revient et vous donne la vitesse. Ça permet de voir à combien? On va dire une portée de 800 mètres maximum, mais là de nuit, 400 mètres, ce sera déjà pas mal. 147, vas-y. 148, reprends-le. 150, vas-y. 159 la moto, 159. Moto voie de gauche, 159 km/h. Première moto voie de gauche. Hop. Durant le contrôle, les vitesses ne font qu'augmenter. Véhicule, 4e voie de circulation. Deuxième véhicule, 174, voie de gauche. Deuxième véhicule. Le premier. Celui qui traîne, sur votre gauche. Dans la ligne de mire des policiers, voici les fameux runners. Des fous de vitesse au volant de voitures surpuissantes. Le moteur de ce véhicule a été tellement gonflé que des flammes sortent de ses pots d'échappement. Au volant, Steve, 23 ans. Sa passion, rouler à toute vitesse, sur autoroute, mais aussi en plein centre-ville. Bien sûr, j'ai des moments où je veux monter l'adrénaline. Genre, par exemple, une petite rue limitée à 30, je la prends à 130. Ça, je le fais rarement parce que bon, on n'est pas à l'abri qu'un petit gosse traverse qu'il n'a pas entendu, mais bon. Pour Steve, les petites rues ont un avantage. Il n'y a pas de radar, même s'il frôle parfois le drame. T'as jamais eu d'accident? Alors ouais, une fois, j'ai failli. C'était une dame à droite qui n'avait pas vu à gauche. Il me restait que mon frein à main pour l'éviter. Et j'ai mis un gros coup de frein à main et ça a sauvé la vie à la dame avec ses enfants ce jour-là. Et les gens, ils ont applaudi dehors parce qu'ils ont vu de l'extérieur que j'aurais pu taper ses enfants et toute sa famille à la pauvre dame. Et c'était le jour où je devais vendre ma Fiat Punto en plus. Ça m'aurait foutu les boules de la taper, quoi. Je serais retrouvé comme... Steve ne pense pas une seule seconde à cette famille qui aurait pu y rester. Je vais chercher ma princesse. Elle s'appelle Justine et ils sortent ensemble depuis 3 ans. Ce soir, Steve a décidé de lui faire prendre tous les risques en l'invitant à participer à un run. Des courses sauvages sur autoroute. Pour se chauffer, Steve appuie sur l'accélérateur. C'est un drogué de la vitesse. Justine est partagée entre peur et excitation. Ça fait assez peur quand on voit la barre du compteur qui monte à 200. On se dit la limitation c'est 130. À ce kilométrage-là, c'est la mort tout de suite. Moi, mon cœur il bat super fort en fait. C'est une sensation, c'est comme un mec qui kiffe faire Space Mountain à Disney, quoi. C'est une adrénaline qu'il a envie d'avoir. Il est 1h du matin. Steve et d'autres runners se sont donné rendez-vous dans cette station-service. Sur le parking, ils sont une quinzaine à attendre le départ. Ici, tous les engins sont débridés et tournent autour des 230 chevaux. 2 fois plus qu'une voiture classique. Hey Chris, il y a un client pour toi, je crois. Chacun s'est trouvé un adversaire. Les défis sont lancés. Les voitures prennent la direction de l'autoroute. Bon bah là on va voir en vrai un test. Donc là il bloque l'autoroute. On est à peu près à 50 km/h là. Car avant de commencer leur course, les runners font la loi. Les 3 voitures de la première course bloquent le trafic afin de se réserver
3 km d'autoroute. Et là, il part. En moins de 10 secondes, les voitures sont hors de portée. Ces bolides lancés à pleine vitesse déboulent sur des véhicules qui roulent 2 fois moins vite qu'eux, au risque d'un immense carambolage. C'est au tour de Steve de participer à la course. Et ce soir, il a envie d'en découdre. On monte un peu plus. Pour être le premier, une seule technique, très risquée, l'aspi. C'est-à-dire coller à 180 km/h la voiture de devant pour tenter de se faire aspirer par elle et la doubler. Là, je suis en train de lui voler l'aspi à la Clio. Ici, plus question de distance de sécurité. Plus on colle l'autre, plus on va vite. Et c'est ça qui compte. Je pose la question, est-ce que tu arrives à le coller, est-ce que tu n'arrives pas à le coller, est-ce que tu vas te faire humilier, tu vas pas te faire humilier. À ce jeu-là, chaque dépassement peut se terminer en embardée mortelle. Ah, il me vole l'aspi là. Donc là, en fait, il m'a volé l'aspi là. Ah, mon moteur, il est chaud. Et ce genre de course, Steve n'en a pas fait qu'une seule ce soir. Il en a enchaîné 6. Une addiction pour la vitesse qui inquiète Justine. Je serre les fesses. Ouais, quand même. Si je dois mourir un jour, je préfère mourir à 2,40 qu'à 5 ans. Ouais, mais à quel âge? Qu'est-ce que t'auras vu de ta vie? Ça, c'est sûr, mais bon, moi, en fait, je ne le vois pas, en fait, le risque. Je le vois pas. J'ai aucun ressenti de danger. Et le fait que tu sois hors la loi? Je me sens pas hors la loi. Parce que même si on m'enlève le permis, on m'enlève tout ça, je crois rien. Maintenant, après, le deuxième risque, c'est que si on m'enlève le permis et je roule avec mon auto, bah, je m'arrêterai pas derrière, quoi. Donc je vais endommager, vie d'autrui, tout ça, mais je suis obligé. Des fous du volant, complètement inconscients des risques qu'ils prennent et qu'ils font courir aux autres. Et en plus, ils ne se considèrent pas du tout comme des chauffards. Un chauffeur, c'est des mecs qui doublent par la voie d'arrêt d'urgence, qui vous font des queues de poisson, qui vous frôlent la voiture quand ils vous doublent, qui mettent la vie des autres en danger en fait. Steve continue de prendre les autoroutes pour des circuits de Formule 1 jusqu'au jour où la course se terminera mal. Nous retrouvons les CRS de l'autoroute en plein contrôle, grande vitesse. S'ils parviennent tant bien que mal à arrêter les bolides, ils ont plus de difficultés à déjouer les astuces des chauffards pour éviter le PV ou la suspension du permis. Les policiers ont fixé à 150 km/h la vitesse à laquelle ils arrêtent les voitures. Bonsoir monsieur, c'est la police de l'autoroute. Vous avez été contrôlé au moyen du radar à une vitesse de 209 km/h. 209 km/h. Sur une partie limitée à 110. Vous avez été verbalisé déjà. Et à cette vitesse-là, il va y avoir une rétention du permis de conduire. Le permis, tout le monde a besoin. Plus de 200 km/h. Mais le chauffard va essayer de s'en sortir avec une combine. Jouer la comédie pour tenter d'apitoyer le policier. Oh monsieur, écoutez-moi, je vous dis juste un truc. Mon permis de conduire, c'est ma vie. Vous savez pourquoi? Je vous dis juste une chose. Je suis commerçant sur les marchés. Sans mon permis, je perds mon travail. Je comprends bien, monsieur. Je perds mon travail, monsieur. C'est comme pareil pour tout le monde. Vous allez venir avec nous, monsieur, je comprends bien. Je peux plus aller. Vous venez avec moi, s'il vous plaît? Allez, on va aller dans le camion. Pour l'instant, Francky, le policier, reste ferme. Il va commencer à rédiger le PV. Ouais. Je pense qu'il y a de très fortes chances pour qu'il y ait une annulation du permis de conduire. Interdiction de repasser le permis pendant une durée. Et puis après, c'est auto-école. On recommence. Voilà. Nouvelle arrestation. Cette voiture vient d'être contrôlée à 169 km/h. Mais cette fois, autre combine du conducteur. Il affirme ne pas avoir son permis avec lui. Il est où votre permis? Vous devez l'avoir sur vous normalement. Ouais, je sais, mais... Bon, je vais vous passer au fichier qui enverra. Ouais, tranquille. En réalité, l'homme en est à son deuxième permis. Condamné une première fois à le repasser, il est de nouveau jeune conducteur. Son papier rose n'affiche que 6 points. Et ce soir, il risque d'en perdre 4. Alors il négocie un traitement de faveur.
Mais vous pouvez pas juste mettre l'amende. Même une grosse amende, 200, 300 euros, je la paye. Mais 4 points. 4 points, oui. Ah ouais. Il vous en reste que 6 sur votre permis. Sur votre nouveau permis. Il m'en reste que 6, bah, il m'en reste 2. Maintenant, il en reste plus que 2. C'est souvent comme ça les gens qui négocient? Ça arrive des fois. Franchement, moi j'essaie de négocier tout le temps. Pourquoi ne pas négocier? On sait jamais. Hein. Ça se trouve, on serait tombé le jour de votre anniversaire ou je sais pas, ça aurait pu passer quoi. Dans l'autre véhicule, le conducteur pris à 209 km/h n'a pas dit son dernier mot. Il tente toujours d'apitoyer le policier. Vous, honnêtement, monsieur, vous n'avez jamais roulé à 200 km/h? Ah non, moi je roule pas à 200 km/h. Vous aimez la vitesse? Non, monsieur, j'aime pas les vitesses, parce que quand je suis pas sur des opérations comme ça, je suis très souvent sur des accidents. Et souvent, la vitesse est en cause. Oui, je suis d'accord. Le problème, c'est qu'à 209 km/h, s'il y a un obstacle sur la route, vous pulvérisez le véhicule, certainement les occupants, et vous aussi. Donc le permis, là, je vous le laisse. Je garde tout pour l'instant, voilà. Le chauffard a perdu la bataille, mais l'astuce de l'autre conducteur, elle, va porter ses fruits. Même si pour l'instant, ça commence mal. Bon, mauvaise nouvelle pour vous. Les policiers ont fait leurs calculs. Le conducteur a dépassé de plus de 50 km/h la vitesse autorisée. Il n'est plus question de lui retirer des points, mais de lui enlever son permis. Franchement, faites pas ça. C'est mon deuxième permis, vous le voyez, non, normalement. Je l'ai récupéré là le 7 janvier. Et j'ai 2 enfants, je travaille tous les jours. Ma femme ne travaille pas. Pourquoi vous faites ça? Vous avez pas de cœur ou quoi? Vous m'avez dit j'ai roulé trop vite, j'ai assumé. Maintenant, vous n'allez pas me prendre mon permis ou parce que j'ai rien fait de mal. C'était juste une vitesse, s'il vous plaît, monsieur. C'est la loi, monsieur. Prenez-moi mes 4 points. Mais on peut pas. C'est des barèmes qui sont prévus. Au-dessus d'une certaine vitesse, vous êtes en rétention de permis de conduire. C'est trop, là. C'est trop. Arrêtez, monsieur. Vous êtes pas maçon? Qu'est-ce que vous faites comme métier, monsieur? Je suis rien. Mais si vous êtes quelque chose, arrêtez. Je suis rien, je suis de la merde, je suis un délinquant routier. C'est ça mon métier. Délinquant routier, tueur en série en voiture, qui roule à 300. Employé du bâtiment. Le conducteur n'a pas le droit de reprendre le volant. Son passager s'en chargera. C'est pas vrai, je vais l'accompagner, je vais faire lâcher. Tous les deux sont des habitués, des retraits de permis. Moi, j'ai roulé sans permis. Ils m'ont pris mon premier permis, ils me l'ont pris. J'ai roulé sans permis pendant plus d'1 an, normal, pas de souci. Maintenant, je l'ai repassé, ils me l'ont repris. Maintenant, si la suspension elle est plus de 6 mois, je roule sans permis. Et voilà. Et ça coûte 1050 € un permis maintenant. Et ces délinquants de la route ont souvent un coup d'avance sur les policiers. Démonstration. Mais ils me l'ont pas pris parce que je l'ai caché, mon permis et tout. Et là... Alors qu'il affirmait ne pas l'avoir sur lui, voilà qu'il brandit ce qu'il a de plus précieux, le fameux papier rose. Je le garde, je continue à rouler avec. Allez, salut. Ils sont de plus en plus nombreux à jouer au chat et à la souris avec la police. Et parfois, la combine des chauffards consiste à faire payer leur PV par d'honnêtes automobilistes. Miled a 45 ans. C'est la victime de l'une des arnaques les plus répandues, la doublette de plaques d'immatriculation. Comme tous les matins, il rejoint en scooter sa pizzeria, située dans le centre de Paris. Son affaire tourne bien. Pourtant, à chaque fois qu'il s'y rend, Miled craint le pire. Alors là, c'est le moment le plus dur dans la journée. C'est d'ouvrir sa boîte à lettres et de voir qu'est-ce qu'il y a comme surprise. J'ai vraiment la chair de poule. On peut avoir l'huissier, ou les amendes, ou les contraventions, le trésorier public. Et ce qui est dramatique dans tout ça, vous êtes pour rien. Vous êtes pour rien. Depuis 2 ans, Miled est plombé par des PV pour des infractions qu'il n'a jamais commises. Ce matin encore, le facteur a eu la main lourde. Une nouvelle amende de 68 € vient compléter sa collection. Au total, 40 contraventions en 1 an.
Tout ça, c'est des contraventions, des amendes, tout c'est des excès de vitesse. Et des choses horribles. J'ai un excès de vitesse de 80 km/h. Avis de contravention, 135 €. Si on ne paye pas dans les 45 jours, on arrive à 375 €. Regardez, je ne paye plus. Je veux dire, si vous payez tout ça, là, vous êtes déplumé, c'est fini. Tu l'as fait de salade, Abdel, s'il te plaît. Miled est d'autant plus en colère que la police a les moyens de voir qu'il n'est pas en cause. Moi, je possède un petit 2 roues. Vous avez l'immatriculation là. Et dans les avis de contravention, vous avez l'immatriculation, c'est la même, c'est la mienne. Et les véhicules, c'est pas le mien, c'est un Mercedes. Et que moi, j'ai jamais possédé un Mercedes. Moi, je pense qu'ils ont reproduit l'immatriculation de ma moto. Ils l'ont reproduit sur une grosse berline. Et ils se permettent de se faire flasher à 160, 180. J'ai peur. Je me dis un jour ou l'autre, je vais avoir une lettre recommandée pour me dire, monsieur, ça y est, vous n'avez plus de permis. La doublette, une astuce qui a fait l'an dernier 20% de victimes supplémentaires. Des victimes qui, à terme, risquent d'y laisser leur permis. Est-ce que vous imaginez aujourd'hui, il n'y a pas de permis de conduire? Comment vous allez mener votre famille? Comment vous allez mener votre vie professionnelle? Tu vas dire, merde, il faut que je vends mon commerce, il faut que tu vends ta bagnole. Tu n'es pas bien. Et tu dors pas la nuit. C'est vraiment une injustice quotidienne. Une injustice qui met Miled à la merci de celui qui a copié la plaque d'immatriculation de son scooter. Ce gars-là, il m'a fait subir des choses horribles. Il m'a pourri la vie. Et si les doublettes sont en constante augmentation, c'est parce que les délinquants de la route y voient un moyen très simple de contourner la loi. Le plus souvent, ils repèrent sur ces sites de vente de voitures d'occasion un numéro d'immatriculation. Pour commander une plaque, le propriétaire doit avoir la carte grise du véhicule, c'est la loi. Mais elle n'est pas souvent respectée. Comme ici, chez cet artisan parisien. 20 € pour les deux. Ok, ben parfait. CPC 500. SP 75. D'accord. Et si vous voulez, j'ai la copie de la carte grise, vous la voulez? Non, vous n'en avez pas besoin? Personne ne demande. C'est pas dangereux pour les gens qui copient les plaques d'immatriculation? Si, c'est rare quand même. Après, on le voit aux gens, en fait. Ouais, si c'est pas détruisant. Voilà, ça c'est aussi un peu sur le visage. En quelques minutes, les plaques sont prêtes. Ça va? C'est le top, hein, c'est métallisé. Selon l'artisan, le fait d'exhiber la carte grise ne suffit pas à prouver que vous êtes le propriétaire de la voiture. En fin de compte, le truc des cartes grises, moi je trouve que c'est un peu con. À ce moment-là, il faudrait demander la carte d'identité. Ouais. Alors on n'en finit plus. Il y a plein de fraudes. Hein. Moi je suis responsable de rien. D'accord. 20 €. Voilà. Parfait. Il te fait pas cher. Il te fait pas cher. Voilà. Merci, monsieur. À votre service. Au revoir. Et quand bien même les fabricants seraient vigilants, il existe une autre faille dans le système. Sur Internet, les sociétés spécialisées reproduisant des plaques pullulent. Celles-ci ne demandent encore une fois aucun justificatif. Sur Internet, il n'y a pas d'obligation d'envoyer la... La carte grise, non. Également, il n'y a aucune obligation. Effectivement, il y a des gens qui peuvent être mal intentionnés, mais bon... Il y a des gens qui sont victimes de ce qu'on appelle les doublettes, des copies. Il y en a beaucoup. Je sais, vous avez raison. 2 jours plus tard, les plaques sont livrées. Vissées sur le véhicule. Et le tour est joué. Adieu radar, flash et PV. Cet automobiliste peu scrupuleux ne recevra aucune des amendes. Toutes seront envoyées au propriétaire de la voiture, repérée sur Internet. Voilà pourquoi il y a de plus en plus de victimes de doublettes. Pour stopper la machine à PV, Miled n'a pas eu le choix. Il a dû s'adresser à un avocat spécialisé. Bonjour, comment allez-vous? bien? Et vous? Ça va. Son scooter ne ressemble en rien à une Mercedes. Et pourtant, l'administration n'en démord pas. Le seul responsable des infractions, c'est Miled. Alors, maître, où est notre affaire là? Alors, on a introduit une contestation de manière à ce qu'il attende qu'il Pour se faire rembourser, l'avocat a dû contester chaque amende auprès du tribunal de police.
qui a bien reconnu que Miled n'est pas le propriétaire de la Mercedes. Et ce sera la Pourtant, son cauchemar continue. Est-ce que je risque pas encore d'avoir encore d'autres contraventions? Alors, l'usurpateur a fixé sa plaque sur une Mercedes. Donc, tant qu'on n'arrêtera pas physiquement la personne qui utilise vos plaques, donc le véhicule Mercedes, malheureusement, vous continuerez à recevoir ce genre d'avis de contravention. Ça va continuer encore. Il va falloir engager des frais. Tout ce Miled a déjà dépensé plus de 3 000 € en frais d'avocat. Il est en train de se ruiner. Mais ce n'est pas le plus grave. Le plus dangereux dans cette procédure, c'est si cette personne commet un délit cette fois, puisque là, on est sur de simples excès de vitesse. S'il y a un vrai délit, effectivement, la personne qui risque d'être poursuivie, ça sera vous. Donc il faut absolument aller déposer plainte pour vous prémunir de ce risque. Aux dernières nouvelles, la situation de Miled n'a pas changé. L'escroc qui a usurpé sa plaque d'immatriculation court toujours. Seul espoir pour Miled, qu'il soit arrêté lors d'un contrôle routier. Si vous échappez à la doublette, vous risquez de tomber dans une autre combine qui demande encore moins d'efforts aux escrocs. La carte grise, non actualisée. Tous les particuliers qui revendent leur voiture sont menacés. Christian est un grand-père qui menait une vie tranquille jusqu'au jour où il a été victime des faussaires de carte grise. Mais il a décidé de se battre. En 2010, il se lance dans une grève de la faim pour dénoncer l'injustice qu'il subit. Bon, c'est vrai qu'on a des soutiens, là. J'ai des lettres de soutien que j'ai reçues, qu'ils écrivent « Grévistes de la faim ». Son calvaire a commencé quand il s'est débarrassé de sa voiture. Ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai vendu mon véhicule donc il y a 3 ans et demi, au mois de janvier. Et le véhicule s'est retrouvé à Paris. Et là, à partir du mois de janvier 2010, le véhicule a commencé à prendre des contraventions. Et là, 3 contraventions. Christian accumule aujourd'hui 37 contraventions qui lui ont coûté 3 000 €. Malgré ses recours, il reste toujours le seul responsable aux yeux des pouvoirs publics. Sur place handicapée, 375 €. Je pensais que tout allait bien se passer. J'ai envoyé lettre commandée sur lettre commandée. Et la seule fois que vous avez une réponse, bah voilà la réponse que vous avez. Ne concerne pas le parquet du tribunal de police de Paris. Alors vous envoyez ça au Trésor public. Le Trésor public vous dit ça ne nous concerne pas. Adressez-vous au tribunal de police de Paris. Ça concerne personne. Et cette situation kafkaïenne tourne au drame pour Christian. Malgré les avertissements qui ont été adressés, vous n'avez pas payé les amendes et les condamnations pécuniaires. Cette dernière lettre l'informe que le Trésor public s'apprête à prélever directement les sommes sur son compte. Donc là, j'ai pété les plombs. J'ai dit j'en ai ras-le-bol, j'ai dit il faut qu'on fasse quelque chose. Christian s'est aperçu qu'il n'était pas le seul dans ce cas-là. Il a rejoint Landévie, une association qui a pour but de défendre les personnes recevant des PV injustement attribués. Voici son président, Daniel Merlet. Depuis un an, ce routier de 51 ans traque les escrocs à la carte grise. Aujourd'hui, Daniel Merlet rencontre 2 nouveaux adhérents, Jean-Pierre et Guy. Allez, vas-y, raconte-moi ton problème, Guy. Là. Voilà. Ça va ? J'ai reçu... Après des centaines de PV injustifiés, Guy vit dans la peur permanente de la saisie. Maintenant, je suis plus du tout tranquille parce que je m'en vais. Je suis obligé d'emmener de l'argent liquide. Parce que ma carte, elle peut être bloquée du jour au lendemain. Et ça, ils ne vous préviennent pas à l'avance. Je suis allé à deux gendarmeries. Et les gendarmeries ne prennent pas les plaintes pour ça. Et c'est un système qui te condamne sans t'entendre. Donc ça, c'est inadmissible et ça ne peut plus durer. Donc on va faire le nécessaire pour que ça cesse. Ton dossier est simple. Hein. Alors moi, ce que je propose, c'est qu'on le prenne en main. Et prendre en main pour Daniel, cela signifie bombarder l'administration de recours. Je vous dis, on s'en occupe. Quand les courriers ne suffisent pas, Daniel poursuit lui-même les acheteurs indélicats. 2733 de saisie. Votre dossier va être traité parce qu'on l'a mis en urgence. Parmi les 500 dossiers qui s'accumulent dans son bureau, il y a celui de Clivia, qui lui tient particulièrement à cœur. C'est
C'est une femme qui vient de se séparer, elle gagne 1 000 €, elle se bat pour élever son gosse. On lui a saisi ses comptes bancaires, on lui a juste laissé le minimum bancaire insaisissable. Avec 466,99 €, il faut qu'elle paye son loyer, il faut qu'elle vive, qu'elle élève son gosse. Ben, je peux vous dire, vous faites comment là? Vous faites comment? Grâce à l'acte de vente, Clivia a pu fournir à Christian le nom et l'adresse de l'acheteuse qui travaille dans une agence immobilière. Donc on va lui poser des questions. On va lui demander pourquoi elle n'a pas changé les plaques. Pour prendre rendez-vous avec la cible, Daniel se fait passer pour un client. Oui, bonjour madame. Vous travaillez donc à l'agence là? Moi c'est Potier. Oui, bah de manière, je recherche un studio autour du Concorde, donc vous allez me trouver quelque chose. 14 h? Bon, bah, y a pas de souci, on sera là à 14 h alors. À tout à l'heure, merci. Allez, roulez jeunesse, c'est bon, on y roule. Allez, hop, on mange, on y va. Je tiens la voiture, je tiens la bonne femme. Allez, tenue de combat, hop. Les tontons flingueurs du PV tiennent leur proie. Il ne reste plus qu'à l'interpeller. Direction l'agence immobilière. Une Fiat Cinquecento. T'as pas un stylo, c'est ça? Donc 37 de 44 déjà. Allez, on y va. Allez. Tant qu'il y aura un PV injustifié aujourd'hui, je serai là. Et ça, je me battrai. Après, vous appelez ça comme vous voulez. Il y en a qui m'appellent l'abbé Pierre du PV. C'est pas grave. Et aujourd'hui, on n'a pas le droit de condamner des gens innocents. Justifiant leur bonne foi, on n'a pas le droit. À 100 mètres, au rond-point, prenez la deuxième sortie. Daniel et Christian arrivent dans le quartier de l'agence. Et ils ont de la chance. Ils repèrent la voiture que Clivia a revendue. Allez, laisse-moi faire. Avant toute chose, ils bloquent la voiture pour la prendre en otage. Recule tout droit. Ils aimeraient bien l'immobiliser pour éviter que Clivia ne reçoive de nouveaux PV. Mais ils n'en ont pas le pouvoir. Oui, bonjour monsieur Merlet, président de l'association Andévie. Alors Daniel appelle tous les services de police de la ville. L'acquéreur n'a pas fait le changement de plaque d'immatriculation. Il est sur la voie publique. Et donc on vous demande d'intervenir, s'il vous plaît. Attendez, bougez pas. Oui, allez-y. Excusez-moi, attendez, je suis avec les renseignements généraux, c'est de l'autre côté. Oui, allô? On est en train de vous mettre le bordel. Pour se faire entendre, rien de tel qu'un petit coup de bluff. On le bloque avec des hommes, des véhicules, on bloque la rue, là. Là, pour l'instant, on n'est que 3, mais les autres vont arriver. Merci beaucoup, on les attend. On dénonce personne, on est bien d'accord, on n'est pas des cow-boys, on n'est pas des machins, on fait un acte de citoyenneté. Mais Daniel n'en a pas fini. Reste maintenant à s'expliquer avec la propriétaire de la voiture. On vient vous poser 2-3 questions sur une Fiat Cinquecento que vous possédez depuis plus d'1 an. Et puis vous n'avez pas fait le changement d'immatriculation. Vous chopez plein de PV, puis il y a des gens qui sont embêtés à cause de vous. Qui sont saisis. Donc on voudrait vous savoir ce que vous comptez faire sur cette voiture-là. Je m'engage à vous fournir les papiers. Non, vous n'allez pas le faire à nous, vous allez le faire carrément à la police. Parce qu'ils vont enlever les papiers. Pourquoi n'avez-vous pas changé la plaque Parce que je prends pas le temps et je me suis fait voler mes papiers, tous mes papiers. Vous avez pensé à la dame que vous faites subir? Elle reçoit des oppositions administratives, on lui pique de l'argent sur ses comptes. Je vais la dédommager à la... Non, de manière, ça va aller au tribunal, parce que là, on va au tribunal. Donc, on va s'expliquer avec les gendarmes, parce que maintenant, ça va se terminer comme ça. Pour prouver sa bonne foi, la jeune femme plaide l'oubli et les difficultés financières. Mais Daniel refuse de la croire. 10 contraventions en 8 mois, ça n'est plus de l'étourderie, mais selon lui, une astuce pour commettre des infractions en toute impunité. À chaque fois, on a affaire à des gens comme ça. C'est des escrocs. Voilà. Oui, mais c'est des escrocs, ils le savent, ils savent très bien. Bon, après, je savais pas, Les gens qui enterrent 10 fois leur grand-mère, ça on en a un paquet. Hein. Donc ça, c'est des excuses, pour moi j'appelle ça pipeau, quoi. Alertés par Daniel, les policiers finissent par arriver. Eux ont le droit d'immobiliser la voiture. Daniel n'y va pas par 4 chemins. Nous, ce qu'on voudrait, c'est que la voiture soit enlevée, hein, qu'elle soit mise en fourrière. Il faut savoir que nous, maintenant, on partira pas tant que la voiture sera pas enlevée. Du côté de la jeune femme, les choses se gâtent. Les policiers découvrent qu'elle n'est pas assurée. Ils ont trouvé le motif pour placer la voiture en fourrière. Donc je vais avoir la fourrière, le véhicule n'est pas en fourrière. Je vous embrasse maintenant. Et pour Daniel, la victoire est totale.
Mais bon, elle va venir aussi avec nous à l'hôtel de police pour s'expliquer devant un officier de police judiciaire sur sa situation administrative. Depuis 2010 et la création de l'association, Daniel a résolu plus de 200 cas. Bon, bah, messieurs, on vous remercie beaucoup. Monsieur, bon courage. Et puis, bah, bon courage. Bonne journée. Allez. Et puis, bah, peut-être un de ces jours. Escroc à la carte grise ou à la plaque d'immatriculation, addict de la vitesse. À côté de ces délinquants hors normes, il y a aussi des hors-la-loi ordinaires, des chauffards d'occasion, au comportement imprévisible. La ville de Chelles, en banlieue parisienne, a été traumatisée le 16 avril dernier par l'un des accidents les plus dramatiques de l'année. Ce soir-là, Gérard, 42 ans, Alexandra, sa nièce, 27 ans, et Shaina, sa fille de 2 ans, sont tués sur le coup, écrasés par une voiture. À l'origine de ce drame, non pas un malade de la vitesse, mais un homme que les malheurs de la vie ont transformé en chauffard. Il habite dans ce pavillon de banlieue. On aurait voulu vous parler juste 2 minutes. Âgé de 44 ans, Victor dirige une petite entreprise. Seulement voilà, son affaire fait faillite. Sa femme le quitte. En pleine dépression, l'homme boit de plus en plus. Victor, le chauffard, se ravitaille souvent chez cet épicier, qui le connaît bien. Il est arrivé chez moi. Enfin, franchement, là, il était KO. Là, vraiment, il est à 4 pattes. Déjà, il est tombé presque 3 fois dans le magasin, presque. J'ai essayé de lever, j'ai dit, écoute, Victor, là, t'es bon merde, moi, je vais fermer, qu'est-ce que tu es en train de faire, ça va pas du tout, c'est pas bien. Il m'a dit, donne-moi la bouteille. Je lui ai dit, niet. Je lui ai dit, qu'est-ce que t'arrives? Il m'a dit, j'arrive pas à arrêter. Parce qu'il m'a dit, j'ai beaucoup de soucis à cause de... C'est quoi ces soucis, alors? Le divorce. Arrêté ivre au volant à plusieurs reprises, Victor perd son permis. Ce 16 avril, à 19h45, il prend pourtant sa voiture pour aller faire une course. Une fois encore, il est saoul et passe devant l'épicier qui l'interpelle. J'ai vu, lui, il vient de là-bas, mais il vient avec des malles. Et il ne conduit pas trop vite. Et vraiment, c'est même pas à 20 à l'heure, même pas. On commençait à discuter, j'ai dit, écoute, Victor, là, tu emmerdes tout le monde dehors. Attention, tu es bourré, arrête-toi ici, là, c'est pas bon ça. Il m'a dit non, non, je sais conduire encore. Je vais aller faire une course un peu plus bas. Un peu plus bas, cet homme, Bachir, attend le bus, accompagné de sa femme, de sa fille et d'un parent. Tous reviennent d'une fête familiale. On a été chez l'oncle à ma femme. On a été faire un barbecue, tout, on a mangé. Après, on est descendu ici pour attendre le bus. Malgré la mise en garde de l'épicier, Victor poursuit sa route. Il descend l'avenue à vive allure et perd le contrôle de sa voiture avant de s'encastrer dans l'abribus. Le chauffard, il est rentré directement sur nous à l'arrêt du bus. Et là où vous êtes là, il y avait un banc en ferraille. Il a arraché le banc en ferraille. Il a arraché toute l'arrêt du bus. Il a bousillé tout le monde. J'ai entendu juste un grand boom. Après, j'étais conscient. Quand je me suis réveillé, je ne sais pas combien de minutes après, j'ai vu que ma femme au-dessus de la voiture. Il y a que elle était un peu avant. J'ai vu que ses jambes, elles étaient pliées. Elle était pliée. En une fraction de seconde, la famille de Bachir est décimée. Shaina, sa fille, est encastrée dans le radiateur de la voiture. Bachir, lui, a le fémur cassé et écope de 47 points de suture. Une blessure très grave, dont il ne s'est pas rendu compte au moment du drame. J'essaie de me relever, après j'ai fait un pas, j'ai appuyé sur mon pied gauche,
L'os d'ici, il est remonté de 20 cm sur l'autre jusqu'ici. Je suis tombé dans les pommes après. Bonne journée. Ok, merci. Allez, au revoir. Depuis, Bachir est en pleine dépression. Je me sens pas bien du tout. Je suis triste, j'ai perdu toute ma famille. Là, il me reste plus rien, voilà quoi. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est toute une famille qui a été victime d'un chauffard hier soir. Ce drame de la route fait la une des médias pendant plusieurs jours. Tous les habitants du quartier se sentent concernés par la douleur de Bachir. Deux jours après l'accident, une marche silencieuse de plus d'1 millier de personnes est organisée pour rendre hommage aux victimes. 3 ans qu'ils habitaient à côté de chez moi, 3 ans qu'on se côtoyait. Puis la petite a joué chez moi, quoi. C'était sa copine, la fille. Il méritait pas ça. Je tue les boules, quoi. Dans la foule, le sentiment qui domine, c'est la colère. Là, il a pris 3 vies, il a pris la vie d'un petit ange. C'est ça le pire, c'est la petite le pire. C'est ça, c'est des gens très très dangereux. Il y en a combien comme ça? Je vous lis un texte à la mémoire d'Alexandra, Shaina et Gérard. À l'enterrement, les proches ont rédigé une oraison funèbre empreinte d'amertume. Les accompagner et entourer leur famille de votre sympathie. Ce récidiviste sans permis nous a tous abasourdis. Les médias disent que c'est un accident, mais pour moi, c'est un assassinat. Le chauffard encourt jusqu'à 20 ans de prison, mais l'affaire est toujours à l'instruction. L'enquête depuis a fait apparaître un élément supplémentaire. Le conducteur était ivre, mais surtout, il conduisait sans permis au moment des faits. Il venait d'être annulé, déjà pour ivresse. Le nombre d'automobilistes qui s'autorisent à conduire alors qu'ils n'ont plus le permis ou qu'ils ne l'ont jamais obtenu dépasse les 2 millions. Ce qui donne lieu à un juteux trafic souterrain. Nous avons rencontré une jeune Chinoise qui vit en France depuis 3 ans. Elle a besoin d'un permis, mais n'a aucune chance de réussir l'examen. Je cherche le travail en ce moment. C'est très important pour moi et mes patrons veulent que j'ai un permis. Et c'est compliqué parce que j'ai déjà essayé de passer 3 fois le code et j'ai jamais réussi. J'ai pas le niveau de français pour. Il y a des questions, je comprends pas. La jeune femme a déjà dépensé plus de 3 000 € sans succès. Récemment, elle a entendu parler d'une auto-école qui lui promet d'obtenir le code à coup sûr. Pour en avoir le cœur net, nous lui demandons de prendre rendez-vous avec le moniteur et d'infiltrer ce qui ressemble à une filière de fraude à l'examen. Alors, on va faire le dossier, mais tu vas voir. Ça fait 2 000 €, tu passes une semaine. Ça va beaucoup plus vite que la normale. Et pour cause, les moniteurs connaissent par avance les 40 questions de l'examen. Nous, on va te donner un cadre de questions à apprendre, on va 40. On voit que ça. En fait, tu viens 2 heures par jour, du lundi au vendredi, tu passes ton lundi, le lundi d'après-midi. Alors, 95% sur 100 de l'avoir, c'est très cher, c'est très efficace et c'est très rapide. 95% ici, alors que le taux de réussite national au premier passage est à peine de 50%. Voilà pourquoi ces auto-écoles peu scrupuleuses ont de plus en plus de succès. En quelques coups de fil, nous retrouvons facilement d'anciens élèves qui ont acheté l'examen du code en suivant la même technique. Tu m'entends bien? Parce que... En fait, c'est qui me donne toutes les réponses. Je suis parti pour partir un petit peu. Les questions qu'ils vont me donner, ce sera les mêmes le jour de l'examen. En fait, apprends les réponses par cœur.
Reste à savoir comment les moniteurs se sont procurés les 40 questions de l'examen. Si la méthode est imparable, les apprentis conducteurs de cette filière ignorent tout du code de la route. De futurs dangers publics. C'est pas un truc que tu réfléchis logiquement et comme tu passes le permis normalement. Même chez un pote, c'est vraiment débile à mort. Et il a eu du premier coup avec zéro faute. La jeune femme est loin d'être inconsciente. Pas question pour elle de conduire sans rien connaître du code. Mais elle a entendu parler d'une autre filière, tout aussi répandue, le réseau des faux permis. Elle a été contactée par un intermédiaire qu'elle rencontre dans ce square parisien. Comment je peux être sûre que ça c'est un permis bien fait? Tu vas le voir avec plaisir. Si tu fais pas une traction, par exemple, griller un fil rouge ou quoi, Ouais. tu passes tranquille. Mais c'est toi qui fais le papier? C'est un ami à moi. C'est un ami à toi? Tu peux l'avoir tout, hein. Carte nationalité, la carte de résidence, attestation, carte vitale, même passeport. Il y a des gens qui travaillent avec. Ça passe partout. Pour le précieux papier rose, l'homme exige 1 000 €. Et puis, il y a 2 photos. Et l'adresse, tu l'as mis là-bas et tout. Ouais. L'adresse, tout. Ouais. À quoi peut bien ressembler ce faux permis? Elle décide de payer pour voir. Quelques jours plus tard, l'intermédiaire est au rendez-vous et remet à la jeune femme le fameux papier rose. L'homme lui explique que c'est un permis lavé, c'est-à-dire un vrai permis, volé, dont le nom du titulaire a été effacé et remplacé par celui de la jeune femme. Et 3 jours plus tard, une première occasion se présente pour se livrer à un petit test auprès d'un loueur de voitures. Alors, je vais prendre le ou les permis de conduire, s'il vous plaît. Auprès de simples commerçants, le document semble faire illusion. Voilà pourquoi en 10 ans, les faux permis ont augmenté de 40%. Finalement, notre étudiante s'est débarrassée de son faux permis, inquiète d'être repérée lors d'un contrôle de police. Car les forces de l'ordre n'ont pas tardé à réagir. Les gendarmes ont cassé la tirelire. Scanner, microscope et lampe à ultraviolet. La tête du document de question qu'il nous faut. Voilà les outils du capitaine Partouche pour déceler les faux permis repérés sur les routes. Adjudant, bonjour. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Ça va? Oui. On va prendre des scellés? Oui. Le scellé 53, le scellé 54 et le scellé 56. Merci. Comme celui que nous nous sommes procurés, beaucoup de ces permis sont de vrais documents, volés et falsifiés. Là, en exposant le document à différentes sources de lumière, on voit des mentions qui apparaissent blanches à l'écran, pas visibles à l'œil nu, qui sont celles qui ont été effacées. Derrière les lettrages noirs, on aperçoit en effet les inscriptions blanches du permis original. Ici, par exemple, on voit 093, le numéro de département dans lequel la personne est née. Chez les faussaires, on appelle ça un permis lavé. Et son prix varie entre 1 000 et 2 000 €. Mais il y a moins cher et plus grossier. Ici, tout est faux, notamment le papier et les filigranes, ces dessins qui apparaissent en transparence. Ces documents sont revendus entre 200 et 500 €. À droite, un vrai permis. À gauche, un faux. Celui-ci est fait tout simplement en imprimant une tête de Marianne ressemblant quasi parfaitement à ce qui est attendu, mais c'est imprimé, alors que là, c'est dans la structure même du papier. Nous avons un léger relief perceptible au toucher. Ça peut passer ça dans un contrôle routier? Si la personne n'est pas suffisamment informée ou formée au contrôle du filigrane, oui, ça peut passer. Chaque année, les forces de l'ordre détectent environ 30 000 faux permis. Des fraudeurs qui risquent 3 ans de prison et 45 000 € d'amende.
Alors pour éviter de se faire arrêter, ils sont prêts à prendre encore plus de risques, quitte à commettre une infraction encore plus grave, le délit de fuite, qui concerne un accident sur 4. Retour avec les CRS qui surveillent l'autoroute A4. Au volant, le brigadier Nabil. Ça provoque un sacré ralentissement. On fait quand même attention. On remet tout le monde à l'abri et après, voir ce qui s'est passé. Là, on voit tout de suite, voilà. En cause, cette voiture qui a violemment percuté un autre véhicule. Et une fois de plus, les responsables se sont échappés. De préserver les traces et indices. C'est la première préoccupation de Nabil. Vérifier que les fuyards ne se sont pas cachés dans les talus. Il serait parti par là, il aurait pris la fuite par là, mais donc ils n'en ont que 2, on ne peut pas prendre de risques. Le conducteur s'est enfui parce qu'il est responsable de l'accident. Mais pas seulement. À l'intérieur du véhicule, voilà, on peut voir qu'il y a une bouteille d'alcool. Mélange de coca et d'alcool, peut-être une préparation d'une soirée. Des bouteilles qui ne laissent aucun doute. Le chauffard devait être ivre au moment de l'accident. Par miracle, la victime est choquée, mais indemne. Donc le véhicule ne démarre plus ni rien, on peut pas... Là, je pense qu'on a notre véhicule. Me dire les circonstances. Oui. Donc vous circulez sur quelle voie? Vous circulez sur la voie de droite. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Et ensuite, l'individu zigzaguait et roulait, très vite. D'accord. Il m'a percuté et... Le choc est venu de votre latérale gauche. De mon côté, voilà, comme si quelqu'un voulait se rabattre sur moi. Donc j'ai été projeté à ce moment-là sur le mur. Et j'ai rebondi, voilà. J'ai rebondi, j'ai percuté l'autre côté. J'ai eu peur, j'ai très peur. À tout hasard, grâce à la plaque d'immatriculation, Nabil convoque le propriétaire. 48 heures se passent et bien sûr, le fuyard ne vient pas. Mais surprise, au bout de 2 jours, un homme se présente au poste de police. C'est le propriétaire de la voiture. Il tente de se disculper. C'est qui conduisait? C'est mon frère. Il est où votre frère? Justement, il devait se présenter, il a fui, j'ai ramené son adresse, tout ça, j'ai son numéro. D'accord. Faut-il croire l'individu? Nabil en doute. Il va aller de découverte en découverte. Aucun des deux n'a le permis, la voiture n'est pas assurée, et en plus, les 2 frères avaient consommé de l'alcool. Ouais, mais c'est pas malin déjà d'avoir pris le véhicule, vous savez en sachant que votre frère n'a pas le permis, qu'il a consommé de l'alcool. C'était pas sérieux. C'est prendre des risques inutilement. On peut tuer quelqu'un quand même. Et en consultant ses archives, Nabil a une dernière surprise. Les 2 frères sont des multirécidivistes. Vous êtes connus chez nous? Ouais. Vous êtes connus pourquoi? Un accident de la route, sans permis, alcoolémie. Ah déjà. En fait, Vous êtes assis. Vous êtes sorti quoi? Suite à ça? Non, c'est autre chose encore. Ça aussi, c'est pas inclus dedans. C'est avec un mélange. Quant au grand frère, lui aussi, il a un casier judiciaire chargé. Voilà pourquoi il s'est enfui. Mon frère, il a peur de se présenter. Je crois qu'il a des... C'est quoi, c'est des coups d'affaires déjà? Je sais pas, il m'avait dit qu'il avait plus de mois à faire. C'est pour ça qu'il n'est pas se présenter en fait. C'est pour la convocation? C'est sûr. À la demande du policier, le jeune homme accepte de contacter son frère. Allô? Allô? Il va falloir que je vous entende. Parce que votre frère, il assume son défaut d'assurance pour son véhicule. Mais vous, au moment des faits, c'était vous le conducteur. Demain soir? Donc à 21h30, on se dit ici? À demain, je vous repasse votre frère. Le lendemain, le frère aîné ne se présentera pas au commissariat. Les policiers de l'autoroute sont toujours à sa recherche. Et vous allez voir qu'une fois arrêtés, certains fuyards tentent de rejeter la responsabilité de leurs actes sur leurs victimes. Au tribunal correctionnel de Saint-Quentin, Betty et Francis ont un fils qui est jugé aujourd'hui pour homicide involontaire et délit de fuite. Il a fauché un cycliste. Tendu, mais à la limite content qu'on arrive au procès. Et je dirais
d'avoir la réponse le plus rapidement possible. D'avoir la sentence et de savoir à quoi s'en tenir. Face à eux, Pascal et Anne-Catherine, les parents de la victime. En attendant l'audience, les deux familles s'évitent. Et chacun espère que la justice lui donnera raison. J'attends qu'ils prennent une peine maximale de 10 ans. C'est tout ce que j'espère. Et si c'est moins, Pascal? Si c'est moins, je serai déçu. Déçu. Très, très, très déçu. Qu'est-ce qui serait catastrophique? Qu'il y ait une très longue peine de prison, qui dépasserait les 2 ans. Ces procès de grands délits routiers sont souvent cruels, car la défense du chauffard, pour atténuer sa responsabilité, n'a pas d'autre moyen que d'aller chercher des torts du côté de la victime. Steven avait 19 ans. Pascal, son beau-père, est encore sous le choc de sa mort. Il nous emmène sur les lieux de l'accident. C'était un jeune sans histoire, très gentil, poli, bien élevé. On l'a élevé comme il fallait. Il venait juste de trouver un travail en tant qu'intérimaire. C'était son premier vrai travail. Ça lui plaisait. C'est en revenant du travail que Steven s'est fait renverser. Le 22 mars dernier, il fait nuit, quand Steven rentre à vélo chez ses parents. Et juste après le virage, surgit une voiture qui roule à 130 km/h, au lieu des 90 autorisés. Elle percute violemment le cycliste. Le choc est impressionnant. Donc, ce trait-ci, c'est le point d'impact. Et Steven a été retrouvé, vous voyez, ça va être environ 100 mètres plus loin. C'est ici où le vélo a été retrouvé. Et ce n'est pas tout. Le conducteur de la voiture prend la fuite et laisse Steven agoniser sur le bas-côté. Prévenu par une voisine, Pascal arrive immédiatement sur place et voit les pompiers et les gendarmes s'affairer. Quand je suis arrivé sur les lieux, Steven était encore vivant, mais dans un coma profond. Et le médecin m'a dit que c'était très grave, qu'il avait un œdème cérébral. Et vous avez pu le voir? Non. Ils ne m'ont pas laissé voir Steven dans le camion. Steven décède quelques heures plus tard. De son côté, le conducteur élabore un scénario pour échapper aux enquêteurs. Le lendemain, il appelle la gendarmerie et déclare son véhicule volé. Mais rapidement, il craque et se livre aux gendarmes. Pour Pascal et Anne-Catherine, la maman de Steven, ce délit de fuite est aussi criminel que de rouler à 130 km/h de nuit sur une petite route. Pour moi, c'est un lâche. Parce que la première chose qu'on fait quand on fait un accident, automatiquement, on appelle tout de suite les pompiers, on reste à côté. Mais non, elle a préféré partir sans prêter attention à ce qui s'est passé et ni à sauver une vie, quoi. Vous avez de la haine pour cet homme-là? Oui. Si je le vois en face, je vais lui en vouloir beaucoup parce qu'il a fait à mon fils. C'est comme s'il avait pris un pistolet et qu'il l'avait tué. La vie de ses parents a basculé depuis l'accident. Ils n'ont toujours pas accepté la mort de Steven. Je crois toujours qu'il est là. Je crois toujours qu'il va rentrer. Le matin, je regarde dans le lit. On touche pas le lit. Et ouais, non, on n'y touche pas au lit. Puis la porte, de temps en temps, j'écoute, c'est un peu fou, mais c'est honte. Ou qui tape, maman, je suis là. Mais il sera pas là. Ce matin, Francis, le père du conducteur, se rend à la prison où son fils est incarcéré. Tout est bon pour disculper son enfant. Vous en voulez à votre fils? Non, je peux pas. Vous savez, d'en vouloir, je peux aussi, malheureusement, le cycliste qui est décédé, ce jeune
qui ne demandait rien, bon, qui n'a pas non plus les règles de sécurité, qui n'a pas de gilet, qui n'a pas d'éclairage. À l'heure d'aujourd'hui, si Julien est incarcéré, on peut dire qu'il y a aussi une part de responsabilité du cycliste. S'il avait été visible, aujourd'hui, je ne serais pas sur l'autoroute pour aller à la prison pour aller voir mon fils. Ça reste un accident de la route, avec les conséquences qu'on connaît à l'heure d'aujourd'hui. Bon père de famille sans histoire, Francis n'aurait jamais imaginé qu'un jour, il irait voir son fils en prison. Francis, vous vous sentez comment là? Pas très bien, mais content d'aller le voir. Je sais pas comment il est, son état de santé. Enfin, j'espère que normalement ça doit bien se passer. Mais si Francis rend visite à son fils à la veille du procès, c'est aussi pour discuter avec lui de sa défense. Leur avocat va insister sur le fait que le gilet réfléchissant est obligatoire la nuit pour les cyclistes. Et Steven n'en portait pas. Alors Ça va, un petit peu dur. Il a vu l'avocat hier matin. Le dossier se prépare bien. Mais bon, par contre, il s'attend de toute façon à avoir une peine de prison ferme. Car leur fils roulait tout de même à 130 km/h. Il risque 7 ans de prison. Et cette perspective terrorise toute la famille. Son portable, tout ça, c'est consigné. Il peut pas Il a hâte que ça arrive tout en freinant un peu des deux pieds, quoi. La peur de la sentence, mais aussi le besoin de savoir. Je pense que ça, c'est... Donc, prier un petit peu entre deux feux, c'est un petit peu comme nous, d'ailleurs. On verra bien demain comment ça va se passer, quoi. on saura exactement où on va, je pense. Et là, vous avez craqué avec... Oui. Tu demandes demain soir? Oui. Là, on sera soulagé quelque part. Le jour du procès est enfin arrivé. Au tribunal avant l'audience, mauvaise nouvelle pour Pascal. Son avocate lui fait part de la stratégie de défense du conducteur. Enfin, ce que je vais vous dire, c'est que Monsieur Landreau va plaider sûrement ça relaxe. Ça, c'est immonde. Ce qu'il va essayer de démontrer, c'est qu'en réalité, il n'a pas commis de faute, qui est à l'origine de l'accident. Mais par rapport et que c'est parce qu'il ne l'a pas vu, parce qu'il n'était pas visible, il n'y avait pas le gilet réfléchissant. Je me prépare un petit peu, parce que c'est vrai que... Oui, parce que je veux l'entendre, il faut savoir ce qu'il en est. Ce qui est quand même positif dans le dossier, c'est qu'en réalité, il a reconnu qu'il roulait à une vitesse excessive. Il a indiqué qu'il était à 130 sur une route qui est quand même limitée à 90 à l'heure. Donc... À ce moment-là, le conducteur, la tête masquée par sa veste, passe encadré par les gendarmes. C'en est trop pour Pascal, qui voudrait pouvoir le regarder les yeux dans les yeux. Il s'approche alors au plus près du box, mais en vain. Il n'a pas le cran. Moi pas. En ayant de la rancœur, j'ai quand même le cran de le regarder. Mais bon, aussi de la colère. Il y a beaucoup de haine. L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. Pendant plus de 2 heures, comme prévu, la défense met en avant l'imprudence du cycliste, tout en incitant le conducteur à exprimer ses regrets. Mais Pascal ne veut pas s'en contenter. Quand il n'a pas allé à la barre, on aurait dit qu'il récitait. C'était un truc qu'il avait cogité en prison et qu'il avait dû apprendre par cœur. Parce que c'était du tout appris. C'est un être qui a paru assez dur quand même. C'est vrai que... Et même de ce qu'il a dit, c'était plutôt... Il n'a pas exprimé de regrets. Il ne se sent pas du tout coupable. En réalité, il ne se sent pas responsable de cet accident. Non, il ne se sent pas responsable. Responsable de cet accident. C'est l'heure du délibéré.
Le procureur avait requis 3 ans de prison et la défense la relaxe. Le conducteur est condamné à 2 ans, dont 1 avec sursis. Pascal est sous le choc. Vous êtes déçu par le jugement? Le jugement, oui, m'a complètement déçu. Le 2 ans d'emprisonnement avec 1 an de sursis, c'est même pas ce que monsieur le procureur avait demandé. J'estime que par rapport, c'est vrai, à ce qui s'est passé, ça me paraît équitable. On est plus soulagé qu'on ne pouvait l'être en arrivant, avant le procès, quoi. Maintenant, ben, comme tu disais, il faut assumer. Et assumer, ça commence par aller demander pardon à Pascal. Je suis le père de... Je voulais vous présenter toutes mes condoléances. Vous savez, on est désolé, on est franchement malheureux. Par contre, votre fils, il n'a pas pris assez. C'est malheureux que ouais, non, ça se comprend. Parce qu'il a pris que 2 ans, il y a 1 an avec sursis. C'est pas ce que je réclamais. Parce qu'il faut qu'ils comprennent. On en est conscient, vous inquiétez pas. C'est pas... nous, enfin, peut-être moins dur que vous, parce que vous avez perdu un enfant. Vous, ils reviendront. Ouais, c'est ce qu'on se dit. Oui, tandis que nous, ils ne reviendront jamais. On aura beau faire tout ce qu'on veut, ils ne reviendront jamais. Et c'est ça qui va être le plus dur à vivre. Oui. Ben, comptez sur nous si on peut faire quelque chose. Voilà, bon, en tout cas, bon courage. Merci. Dans les tribunaux correctionnels, 1 dossier sur 2 concerne un délit routier. Près de 300 000 affaires à traiter chaque année. Pour faire face à cet afflux de procédures qui fait que les délinquants sont condamnés très longtemps après leurs infractions, la justice s'est débrouillée pour imposer des sanctions quasi immédiates. Le tribunal va d'abord rendre le délibéré dans le dossier. C'est ce que l'on appelle le plaidé coupable. Car son véhicule faisait des embardées. En récidive du véhicule automobile, de la conduite d'un véhicule sans permis. Tribunal correctionnel de Compiègne. Donc actuellement, vous n'avez pas d'emploi? Non, actuellement, non. Ce matin, rendez-vous décisif pour cet homme. Il s'appelle Jean-Pierre et il a reconnu avoir conduit ivre et sans permis. Il va devoir s'expliquer devant Ulrika Delaunay, procureure de la République. Dites-moi en 2 mots ce qui s'est passé ce jour-là. Ce jour-là, je voulais faire plaisir à mon fils. J'avais acheté une voiture il n'y avait même pas 7 jours. Oui. Et vu que j'adore la pêche et mon fils adore la pêche, oui. Et j'ai osé prendre le véhicule et partir pour aller à la pêche. Vous avez conduit sans être assuré? Oui. Et sans permis de conduire? Oui. Vous avez jamais passé votre permis de conduire? Ça fait 10 ans que je suis inscrit, mais j'arrive pas à avoir mon code. D'accord. Les stupéfiants maintenant? La veille, le samedi, j'avais fumé 2 joints avec un ami dans le palier. Donc la consommation... Au lieu de comparaître dans un procès classique, où il risquait de ne pas reconnaître ses fautes, le procureur l'a convaincu de plaider coupable pour toutes ses infractions, contre une peine moins lourde. Intérim. Il y a une discussion qui s'instaure avec le prévenu et son avocat. C'est beaucoup plus intime, les gens se livrent plus, disent beaucoup de choses de leur vie personnelle, ce qui permet vraiment d'adapter la peine. Et sur un plan humain et donc judiciaire, c'est beaucoup plus satisfaisant. Quand même, le taux d'alcool... Et pour réussir à adapter la peine, le procureur prend le temps de fouiller dans le passé des prévenus. Elle y cherche des éléments pour tenter d'éviter toute récidive. Dans le cas de cet homme, c'est l'alcool qui l'a conduit au tribunal. 3 verres de pastis. Bah, ils étaient bien chargés, ceux-là, non? Oui, maison. Maison, dose maison. Oui. Qu'est-ce qui avait justifié cette consommation ce jour-là? Ma mère qui est alcoolique et j'ai bu avec elle. D'accord. Je vis chez ma mère. Ah, vous vivez chez elle, avec vos enfants et votre femme? Non, ma femme est toute seule chez elle avec les 2 enfants. D'accord. Vous avez 2 condamnations à votre casier judiciaire? C'est un récidiviste. Alors qu'il n'a jamais passé le permis, c'est la 3e fois que ce prévenu est jugé pour un délit routier. D'accord, sans assurance. Voilà. J'envisage de demander au tribunal... Le procureur propose une peine de 3 mois de prison avec sursis.
Est-ce que vous l'acceptez? On l'avait déjà évoqué, nous l'acceptons. Elle accompagne sa décision d'une obligation, suivre une cure de désintoxication. Une peine adaptée à l'histoire personnelle de Jean-Pierre et qui devrait lui éviter de replonger. Au début, j'envisageais une peine d'emprisonnement avec sursis simple, mais avec les éléments qu'il m'a donnés aujourd'hui à l'audience et toutes les explications, je trouve que c'est plus pertinent de le faire suivre pendant 2 ans par un juge d'application des peines pour qu'il justifie de son obligation de soins. Pour éviter que certains chauffards comme Jean-Pierre ne deviennent de grands délinquants de la route, la justice a inventé un dernier dispositif. De loin, le plus spectaculaire. À Marseille, le tribunal propose aux jeunes délinquants, dès leurs premières infractions, de suivre un stage dans une clinique de la ville. C'est là que nous retrouvons Morgane, la victime d'un chauffard en fuite. La jeune femme tétraplégique va recevoir les jeunes. Je vais essayer de leur faire passer un message, qu'ils essaient de comprendre que la vie ça tient qu'à un fil et qu'il faut pas jouer avec, quoi. J'aimerais vraiment qu'ils ouvrent les yeux sur la réalité parce que ça peut être eux dans un fauteuil dans quelques jours, dans quelques mois, dans quelques années. Les jeunes avec qui elle a rendez-vous, les voici. Anthony, il a été arrêté à 90 km/h, en plein centre-ville. Michael, il a grillé un feu rouge et contesté l'amende. Tout comme Gauthier. On n'est pas à la maternelle, hein, je veux dire, voilà. C'est pour essayer d'ouvrir les yeux que vous êtes ici, en fait, sur ce que ça peut engendrer un accident. Voilà, parce qu'on fait tous pareil, on connaît les choses, mais tant qu'on les a pas un tout petit peu vues, des fois, on les minimise un peu, voilà. La journée commence avec les patients en partie paralysés. Oui. Paraplégie, je crois que Oui. je me rappelle plus. Paraplégie, para, ça veut dire moitié, donc c'est les jambes. Après, tétraplégie, donc c'est tétra, ça veut dire 4, donc c'est les 4 membres. Et on a aussi donc des patients qui ont des traumas crâniens. Ensuite, direction un autre service pour des accidentés encore plus grièvement atteints. Je dis plateau technique sur site parce qu'on ne peut pas les mélanger vis-à-vis du regard des autres parce que c'est dur. Sous les yeux des jeunes conducteurs, des patients dans un état critique. La plupart d'entre eux ont des séquelles irréversibles. Vous avez du mal à les regarder. Non, mais c'est normal. Vous avez du mal à les regarder, mais dites-vous bien que ça met mal à l'aise tout le monde. Il a doublé à l'endroit où il fallait pas. Tous sont des victimes de la route. Téléphone au volant, moto fauchée, perte de contrôle du véhicule. Un choc pour Anthony, Michael et Gauthier. C'est perturbant quand même de voir qu'on peut être debout comme ça et que d'un coup on peut être dans un service du jour au lendemain. Une fraction de seconde, ça va vite, je pense que ça va vite. Vous avez les barres parallèles qui vont être l'outil qui va nous permettre de parvenir à refaire marcher un patient. Des fois, pour 2 minutes d'inattention, c'est des fois 6 mois d'hospitalisation pour retrouver une marche qui ne sera pas forcément à l'identique de celle qu'il avait avant son accident, qui peut rester quand même avec des séquelles. Voilà, donc lourd de conséquences pour pour 2 minutes qu'on a voulu gagner au départ. Vous allez rester marqué, forcément. Peut-être que vous y passerez la prochaine fois que vous serez au feu rouge. Bonne continuation et bonne chance pour la suite. Mais pour les 3 jeunes, ces confrontations bouleversantes ne s'arrêtent pas là. Vient ensuite la rencontre avec Morgane et ses 2 camarades. Erwin en t-shirt noir, victime d'un tête-à-queue, et Michael, victime d'un accident de scooter. Voilà, paraplégique. Comme tu as plus les abdos, tu n'as plus rien, tu peux plus forcer. On va voir ce que ça donne de parler avec eux, mais bon, je sais pas trop ce que je vais leur dire. On va voir. Mais vous avez quel âge? Moi j'ai 19 ans. 19? 17. 17. Et 23. Ils sont tous de la même génération. Ensemble, ils discutent des séquelles laissées par les accidents de la route.
Et les 3 jeunes découvrent qu'en plus du fauteuil roulant, il y a toutes les complications engendrées par le handicap. Il y a plein de soucis de santé qui en découlent, il y a plein de choses derrière. Il y a tous les problèmes aussi, c'est comment dire, mais bon, on se fait pipi dessus, on se fait caca dessus. Au tout début, c'est horrible hein, à vivre, c'est dégradant. Pour frapper l'esprit des jeunes, Erwin et Michael leur montrent la sonde qu'ils utilisent pour uriner. Ça se fait comme ça. Et on enfonce ça dans le pénis jusqu'à la vessie pour vider la vessie. Vous imaginez ce que ça fait. C'est long, hein. Je te le dis moi. La première fois c'est long, tu es là, tu hésites. Hein. Je sais pas trop. Ça va faire mal, ça va pas faire mal. Enfin, Erwin explique la pire des conséquences pour lui. Une sexualité régie par des médicaments. C'est le pire celui-là, au niveau intime. Parce qu'avec ta femme, tu fais plus ce que tu veux, c'est fini. Tu craches purée, tu oublies ça. Obligé de prendre des cachets. Avant, tu le prenais pour le plaisir, maintenant, tu le prends. Voilà. En nécessité. Si ça peut sauver une vie juste d'avoir parlé avec des jeunes, c'est toujours ça, quoi. C'est une vie de sauver. Alors, quelles leçons ces jeunes délinquants de la route ont-ils retenues de leur journée à la clinique? Une semaine après leur visite, les 10 jeunes sont de nouveau convoqués au tribunal par le juge Alain Sobrero, à l'origine de cette initiative. Son but? Provoquer un électrochoc chez les jeunes conducteurs. Je revendique qu'ils soient choqués. Et j'espère de les choquer suffisamment pour qu'ils ne récidivent pas dans leur intérêt et dans l'intérêt de la société. Les uns après les autres, ils passent à la barre et lisent un compte-rendu de leur visite. Vous allez me donner lecture. Vous pouvez parler fort, que ça serve sur le plan pédagogique à l'ensemble des prévenus qui sont dans la salle. Donc sur le déroulement de la journée donc, du mercredi 22 juin à la clinique. C'est après cette ultime audition que le juge décide ou non d'annuler la peine. C'est au tour d'Anthony. Et qu'est-ce que ça vous a fait de discuter avec des gens comme ça? Comme ils ont dit, en 2 secondes, leur vie, ils ont basculé en fait. Vous en avez pris conscience de ça? Que ça peut vous arriver aussi? Quand même, ouais. Quand même, ouais ou ouais? Oui, bien sûr, ouais. Ouais. Le tribunal vous dispense de peine, qu'on ne vous revoit jamais plus ici, hein? Allez. J'ai un peu revu le fauteuil, effectivement, le soir même. Sur la soirée, j'étais bien marqué, j'ai eu du mal à dormir. Mais bon, après, ça va, ça passe quand même. Même si, au niveau de la route, j'y pense tout le temps. Moi, sur l'autoroute avec mon collègue, il roulait un peu fort. Et je lui ai dit, tu aurais vu ce que j'ai vu moi, tu lèverais un peu le pied. Donc, je lève un peu le pied, parce que maintenant, j'ai un peu peur, pas un peu peur, mais bon, une petite appréhension. Morgane, elle, redouble d'efforts pour retrouver un maximum d'autonomie. Et malgré le classement sans suite de son dossier, elle s'accroche à l'espoir que l'on retrouve un jour l'homme qui l'a cloué dans ce fauteuil roulant. Sur la route, personne n'est à l'abri. On ne peut pas prévoir ce qui va se passer. Un coup du sort et on est balayé. On n'est qu'un grain de poussière sur la planète. C'est un coup de vent et on est soufflé. 2 minutes avant, je chantais dans ma voiture, j'étais très bien, j'allais à l'école et la seconde d'après, j'étais plus là, quoi. Morgane est prête à recevoir encore d'autres jeunes pour que son drame puisse en éviter d'autres.